Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous parlerons entre autres de la 14e édition du Trophée Rose des Sables, qui cette année aura un nombre record d'équipes en provenance du Québec. Au début, c'était une initiative toute lavalloise. 10 ans plus tard, c'est devenu un véritable happening de lecture un petit peu partout au Québec. On vous parle de la semaine Lis avec moi. On vous racontera la fabuleuse histoire d'une famille libanaise qui, 30 ans après avoir immigré au Québec, est devenue chef de file dans son domaine. Et pour 300 $, vous pourriez vivre une expérience gastronomique la plus spatiale de votre vie. L'édition de la semaine du 28 septembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Au Canada, une personne sur 11 âgée de 65 ans et plus est atteinte par la maladie d'Alzheimer. Et vous vous en doutez, ces chiffres sont en constante augmentation et les ressources pour aider ces personnes de plus en plus minces. Et de là vient l'importance justement d'appuyer des sociétés telles que la Société Alzheimer de Laval, qui organise épisodiquement des levées de fonds et des soirées bénéfices. D'ailleurs, le 4 novembre prochain, il y a toute une soirée qui vous attend. Et pour nous en parler, nous avons la coordonnatrice de ces événements, Diane Tremblay. Bonjour, Diane. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Laval et compagnie. C'est la 13e édition de votre soirée découverte gastronomique. Oui. Qui est le fleuron, dans le fond, de tous les événements que vous organisez chaque année, n'est-ce pas? Oui, c'est le plus glamour, c'est le plus couru aussi. C'est 320 invités VIP qui viennent pour cette soirée. C'est une organisation de 40 limousines de luxe et 12 restaurants gastronomiques. Je disais en début d'émission que c'est possiblement une des soirées les plus spatiales qu'on va vivre. Et c'est un peu ça, parce que vous avez un lien maintenant avec le Cosmodome. Oui, c'est cette année, c'est la 13e. Je voulais vraiment qu'elle soit différente des autres. Donc, ça va être spatial, ça va être au Cosmodome le 4 novembre, la soirée pour le cocktail. Et même là encore, j'ai ajouté, au lieu d'avoir 20 blanc et rouge qui sera servi au cocktail comme les 12 dernières années. Cette année, c'est une émulsion rosée pétillante de la cidrerie Michel Jourdouin. Si je paie 300 $, parce que c'est le prix que ça coûte, oui. Je m'assois, en fait, je me rends à cette soirée-là au Cosmodome. Qu'est-ce que je veux vivre au juste? Donc, d'abord, c'est le cocktail, le rassemblement au Cosmodome pour tous les convives. Puis après, à 6h30, on part en limousine visiter 4 restaurants gastronomiques dans la soirée. Et on ne le sait pas, les restaurants. Seul moi, je le sais. Oui, c'est ça. Donc, c'est une espèce de nowhere gastronomique. Oui, c'est nowhere. Alors, chaque limousine va se rendre donc dans ces différents restaurants. Les chauffeurs savent exactement les 4 restos qu'ils visitent. Ils ont 45 minutes pour le temps de manger. Il y a 4 services, donc l'entrée, 45 minutes. Ils repartent 15-20 minutes en limousine pour un autre restaurant surprise. Donc, je devine que tout ça est sur le territoire de Laval, bien sûr. Laval est un petit peu, on déborde, parce que depuis 13 ans, bien, ça ne plaît pas les nouveaux restaurants à Laval. Fait qu'on déborde un peu, on s'en va à Boisbriand, Saint-Eustache et Deux-Montagnes cette année. Et est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Ah, c'est sûr. Non, la soirée gastronomique, depuis 13 ans, c'est presque toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui se dépêchent à acheter leur billet ou la limousine complète des entreprises. Et en plus, ceux qui achètent les billets individuels, ils ont 150 $ de remise pour reçu d'impôt. Oui, c'est vrai. Donc, déjà là, ça leur coûte comme 150 $ pour passer une soirée avec le cocktail, le côté glamour, la limousine, l'équipe qu'on met aussi à l'intérieur des limousines. C'est 8 personnes par limousine. Donc, il y a de l'animation même dans les limousines. Oui, bien, dans l'animation, on fait toujours de l'animation, à part de quand c'est vraiment une société qui, eux, prennent vraiment 2 ou 3 limousines. Donc, ça, c'est leur groupe, c'est leur gang. À quoi va servir l'argent généré lors de cette soirée découverte gastronomique? Ça va directement dans les services. Tout notre argent va dans les services la plupart du temps parce que la demande de services spécialisés pour ceux qui sont atteints d'Alzheimer et pour les proches aidants aussi, on fait les deux. Donc, c'est de plus en plus énorme, de plus en plus élevé. Puis, nous, il faut trouver 47 %. On est subventionné à 53 %. Il faut trouver 47 % de toutes nos dépenses. Puis, on le fait avec les événements, avec des demandes de dons aussi, toutes sortes d'activités qu'il peut rapporter. Bon, vous dites que chaque année, c'est pas mal tout le temps le même monde, mais ça serait important d'en avoir des nouveaux. Ben oui, hein? Ben oui. Il y en a toujours des petits nouveaux qui s'ajoutent, puis après ça, ils reviennent, eux autres. Puis vous connaissez l'expression, plus on est de fous, plus on s'amuse. Alors, si vous avez la cause à cœur, vous pouvez... Il reste encore des billets, n'est-ce pas, Diane? Oui, il reste des billets, des limousines, puis en plus, en surplus, bien, ils vont pouvoir se faire photographier au photobooth avec Étienne Cousineau, notre nouvel ambassadeur, qui va être dans ma limousine. Mais oui. Est-ce qu'il va chanter? Parce que peut-être juste pour le
replacé, c'est lui qu'on avait vu à la voix, là, qui chantait comme une femme et qui était un Oui, gars. Là. oui, c'est ça. Non, pas. Il ne peut pas pratiquer à la dernière OK, minute. OK. Il ne va pas chanter. Alors, juste pour vous le préciser, cette 13e édition de la soirée découverte gastronomique au profit de la Société Alzheimer Laval a lieu le 4 novembre prochain au Cosmodome. C'est à compter de quelle heure, Diane? 17 heures. 17 heures, à compter de 5 heures de l'après-midi. Oui. Jusqu'à assez tard, n'est-ce pas? Il faut compter de 10h30 à 11h. OK. Est-ce que j'ai dit numéro de téléphone? Moi, je vais le répéter une dernière fois. C'est 450-975-0966. C'est ça, Hey, je absolument. suis sûr par cœur. Puis ils peuvent s'inscrire en ligne. Exactement. C'est vrai. À quel site, donc? www.alzheimerlaval.org. Ça se peut-tu que vous ayez mis un petit W de plus? En tout cas, ça comme ça. Hey, merci, puis bon succès, Diane. Merci beaucoup. Du 9 au 19 octobre prochain aura lieu la 14e édition de la Rose des Sables. La Rose des Sables. Nationalités différentes tenteront de rallier le fil d'arrivée à Marrakech, au Maroc. Et d'ailleurs, un très fort contingent provient du Québec. Pour nous en parler, nous avons la représentante de cette course 100% féminine, Charlotte Soula. Bienvenue à la Vallée Compagnie. Vous ne l'avez pas fait encore, ce rallye-là? Non, moi, je fais partie de l'organisation. Un jour, en équipage. Éventuellement. Éventuellement. Il faudrait pouvoir vivre ce que vivent les filles là, sur le Bien rallye, sûr. justement. Faisons un petit peu d'historique de cette course-là, parce que c'est quand même un événement particulier. Tout à fait. En fait, c'est Jean-Jacques Ray, le directeur de course, qui a créé ce rallye il y a maintenant 14 ans, qu'on fait la 14e édition cette année. Lui, c'est un grand fan de sport automobile. Il a fait plusieurs fois le Paris-Dakar. Et il a justement voulu rendre accessible, féminiser un peu ces compétitions qui sont assez masculines et rendre accessible à toutes les femmes le sport automobile, le rallye 100% féminin. Donc ça, qui a un prix qui est abordable, pas besoin d'avoir de prérogatives particulières au niveau sportif ou mécanique. Il faut avoir 18 ans, être une femme et le permis. Oui. Et après, n'importe qui peut participer, même des néophytes. Il faut avoir le goût de l'aventure. Je voyais quand même que les gens doivent débourser quoi, entre 11 000 et 6 700 $ environ. C'est le rallye en totalité pour un équipage de 2 personnes. Là, pour un véhicule, un 4x4, c'est 25 000 $. Et dedans, tout est inclus. La location, les billets d'avion, les hôtels, l'inscription, les assurances, le système de sécurité. Voilà. Donc, de là, l'importance d'aller chercher de l'argent avant C'est la ça. course et ensuite de faire cette course-là. J'ai parlé d'un très fort contingent québécois. Et d'ailleurs, c'est le plus fort dans toute la francophonie, si je ne me trompe pas. Oui, là, cette année, on a 70 équipages québécois qui prennent le départ là, en 2014. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les Québécoises? Je pense qu'elles sont plus téméraires que les Françaises. Ah oui? Elles ont plus le goût de l'aventure et peut-être plus l'envie d'aller partir. Puis c'est vrai que là, pour elles, c'est un beau voyage aussi, parce que ça permet d'aller en France, d'aller en Espagne, d'aller au Maroc. C'est quand même 2 continents à visiter là, en 3 semaines. Donc je pense qu'il y a un concentré aussi, le voyage un peu d'une vie, qu'on réalise un petit rêve là. 6 000 kilomètres. Et c'est pas une promenade, là. Non, vraiment pas. Il y a la descente de l'Espagne, là, c'est un peu promenade, la traversée de l'Espagne en véhicule. Mais par contre, après, effectivement, au Maroc, là, c'est de la dune, de la piste, des wet mous, c'est du pelletage. Parce que là, on est dans le désert, souvent. Tout à fait. Souvent, et on peut s'enliser dans le sable. Tout à fait. On est vraiment dans le sud marocain, là, vraiment. On va chercher aux portes du désert du Sahara. On va chercher vraiment un peu la difficulté de la navigation, puis surtout des dunes. Il y a une étape, justement, pendant les 6 jours d'étape. Il y a une étape marathon et où elles sont en autonomie pendant une nuit. Et après, il y a une étape des dunes, la fameuse étape des dunes, qui fait toujours un petit peu peur aux filles. Mais en général, elles en sortent toujours le sourire aux lèvres. Et elles doivent dormir dans le désert. Elles doivent dormir dans le désert. Tous les soirs, on monte des bivouacs. C'est l'organisation qui s'occupe de ça. Et c'est vraiment un petit village éphémère qui est construit pour les roses. Attends, vous dites un petit, c'est quand même énorme. Déplacé, énorme. c'est des tonnes et des tonnes d'équipements. là. C'est ça. Puis, alors c'est pas, elles ont des petites tentes pour faire leur chambre. Alors, c'est pas du 5 étoiles. On parle plus de 5 chameaux, mais c'est du 5 chameaux désertiques. On a une équipe de Marocains là, qui nous épaulent vraiment, qui sont vraiment au top et qui s'occupent de toute la nourriture. On mange vraiment très bien. Puis, il y a tout. C'est les sanitaires. C'est rudimentaire, Oui, mais ça il y a au existe. moins ça. Voilà. Et j'ai vu à quelque part que c'était à la boussole, souvent, qu'on pouvait s'orienter. Tout à fait. C'est Donc, vraiment... pas de GPS, là. Non, non, là, c'est vraiment sur les rallye raids anciens africains. C'est boussole et roadbook.
Donc pas de GPS, c'est interdit par le règlement. Un roadbook, c'est quoi? Ce sont des indications, aller à gauche, à la Exactement. droite? En fait, le roadbook, c'est un petit livret où il va y avoir des points kilométriques qui leur permettent d'avancer de case en case et puis des petits signes propres à la légende d'un roadbook avec prenez la piste, traversez un oued et puis cap 90, sortez de la voiture, prenez votre cap. Donc et elles doivent s'orienter comme ça. Donc elles ont toutes le même roadbook. Donc le matin, elles partent toutes avec le même roadbook, mais au bout de 10 km, elles se retrouvent toutes seules, alors que c'était 150 au départ. Et elles ont de quel âge à quel âge, les participants? Ça va, cette année, la plus jeune a 28 ans et la doyenne doit avoir 65, je crois. Quand même. Ouais. Il y a tout un volet humanitaire aussi à cette course-là. C'est vrai qu'on a voulu associer au Trophée Rose des Sables, ça reste avant tout une compétition sportive, bien évidemment. Mais on a voulu avoir un volet de solidarité. Déjà, les roses entre elles sont quand même très solidaires. Pendant toute l'année, pour la recherche de financement, pendant le rallye, dès qu'il y en a une qui a un problème mécanique ou autre, ou même tout autre problème, elles s'arrêtent, elles s'entraident vraiment. Et du coup, on a voulu aussi, et ça fait partie des valeurs du Trophée Rose des Sables, donner ce volet de solidarité, ne pas venir avec des œillères au Maroc. Le territoire marocain nous accueille depuis 14 ans maintenant dans leur désert. C'est une manière de les remercier aussi en s'associant avec Enfants du désert, qui nous suit là depuis 10 ans maintenant. Donc c'est venir en aide aux enfants marocains, dans le sud marocain, au niveau de l'éducation, les amener à l'école et leur donner les moyens de pouvoir aller à l'école. Puis il y a aussi des soins médicaux, j'ai vu, non? Tout à fait. Et une caravane médicale qui, en fait, grâce au don des roses, une caravane médicale pendant 15 jours qui donne alors je ne sais plus, l'an dernier, il y avait 1300 consultations pédiatriques qui ont été données gratuitement aux enfants marocains, du sud marocain. Vous en avez vu des femmes avant et après la Rose des Sables. Oui. Ça les change en quoi? Ça change, alors c'est plus intérieurement, dans le sens, elles sont venues toutes chercher quelque chose. Chacun, il va pour son goût. Il y en a, c'est pour le goût de la compétition. En général, c'est quand même plus pour le goût. Quelqu'un qui est peut-être décédé, une maladie à combattre, beaucoup de changements dans leur vie, parce que peut-être un divorce ou autre. Une étape. Vraiment, à chaque fois, je pense que c'est des étapes. Et on le voit vraiment. En fait, ce qui est très agréable pendant ce rallye, c'est tout le monde est très, très naturel. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de superficialité, il n'y a pas de maquillage. On est toutes pareilles. Et c'est ça, je pense qu'elles aiment, c'est qu'elles sont vraies. Elles sont nature pendant ce rallye. On ne peut pas se cacher. On peut pas. Les émotions sont trop fortes pour pouvoir se cacher derrière quelque chose. Et on va pouvoir suivre cette course-là, parce qu'il est trop tard pour s'y inscrire, mais pour 2015, vous pouvez. Exactement. Alors, Trophée Rose des Sables, il y a un trait d'union entre chacune.net. Vous allez avoir tous les détails, c'est du 9 au 19 octobre. On va pouvoir suivre cette 14e Exactement. édition. La course Charlotte Sula, merci de votre visite. Merci à vous. Et on va suivre ça, la Rose des Sables. Cette semaine, René Poulain, le président de RPM Autopassion, dépendamment de notre âge, nous fait découvrir ou redécouvrir une Mercury Cougar 1967. Bonjour, ici René Poulain. Bienvenue sur le site de RPM Autopassion. Nous avions rencontré la dernière fois Réal Giard avec son Monarch 1961. Cette semaine, on parle plutôt Annie Ponicar avec son Cougar 1967. Réal, rebonjour. Bonjour. Réal, j'aimerais ça que tu nous racontes l'historique de ce véhicule-là. Parce que toi, tu allais à une place pour trouver un véhicule. Est-ce que c'était lui que tu voulais trouver? Raconte-moi ça. Moi, j'allais à Barrie, en Ontario, dans un gros marché aux puces d'auto et de pièces d'auto. Puis moi, j'avais déjà acheté une Mustang 68 à ma femme. Ma femme a dit, j'aimerais ça avoir la Cougar 67 ou 68. C'est deux. Elle a dit, je les aime. C'est un cadeau, ça? Oui, c'est un cadeau que j'ai fait à ma femme. J'ai acheté 2 voitures. Fait que celle-là, quand on est arrivé à Barrie, il était sur un trailer. Puis ma femme était une rangée avant moi. Elle me dit, attends, veux voir, c'est celle-là que je veux, celle-là que je veux. Fait que là, je me suis rendu à l'auto. Je l'ai regardé, j'ai fait l'auto. C'est sûr qu'il y avait des choses à faire après, mais j'ai demandé, j'ai négocié le prix avec le monsieur, puis je l'ai acheté, puis je l'ai donné à ma femme. Est-ce que tu as fait des modifications, réparer des choses ou non, c'était tel quel? Oui, il y avait des choses à réparer, comme le radiateur était complètement bouché. Puis cette voiture-là, la dernière enregistrement de la voiture était 1982. OK, oui. Fait que là, il y avait bien des choses qui étaient sales, pourri qu'il fallait changer, là, comme la tank à gaz, le radiateur. Ça, c'était tout pourri, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Côté peinture, était-tu tel quel? Oui, le monsieur il avait réparé les freins, le démarreur. La peinture, il l'avait refaite, mais elle avait été refaite pour vendre. Les peintures pour vendre, puis une peinture qu'on veut garder l'auto, c'est pas le même prix qu'on paye habituellement. Tu as été quand même chanceux de la trouver, parce que c'est assez rare. Hein? Oui, c'est assez rare, oui. Puis ma femme, elle voulait absolument ça, fait qu'on était bien contents quand on l'a vu puis qu'on l'a acheté. Ah bon? La Cougar 1967, voiture de l'année,
Oui, par Motor Trend et la 68, les 2 années. Modèle RX-7, modèle plus luxueux. Oui, plus luxueux. C'était 2 modèles qu'il y avait, le XR7 et le modèle de base. OK. Côté équipement intérieur, c'est quoi qu'il y a de surplus par rapport au modèle de base? Il y a beaucoup de cadrans de plus. Il y a des switches dans le tableau de bord. Il y a l'horloge est dans la console au lieu d'être dans le dash. Le dash, c'est le contour qui remplace le RPM, c'est ça? C'est ça, oui. Puis dans le toit, il y a une espèce de petite console avec toutes les des voyants lumineux, j'ai remarqué ça. Des voyants lumineux pour les portes ouvertes, si l'essence est basse, ces choses-là. Là. Pour les lumières, oui. Pour les portes ouvertes, disons, pour 1967, c'est assez rare, effectivement. C'est assez rare, oui. Côté siège, j'ai remarqué qu'il n'était pas juste vinyle, hein? Il y a cuir Non, il y a aussi. une partie qui est en cuir, seulement qu'en avant, par exemple. Seulement qu'en avant, pas en arrière. En avant, il y avait le centre qui était en cuir et les tours étaient en vinyle. L'insonorisation, c'est pareil comme la base? Non, la XR7 était plus insonorisée que la modèle de base. Il y avait des isolants dans la malle arrière pour pas que l'essence mène du bruit quand on tourne les coins de rue et ces choses-là. Donc, c'est la version de luxe. De luxe, c'est vraiment supérieur. Côté extérieur, on remarque que c'est des... on appelle ça des roues de cap de broche, là? Oui, c'est des capes de roue de broche. OK. Oui. Qui était une option, si je me trompe Oui, avec pas. les spinners aussi, c'était une option. Puisque les spinners ne venaient pas avec les capes de roue de broche de base. Et le bas de caisse, ça, c'est... Oui, ils appellent ça des ailes de requin. Ça, il y avait les 2 modèles. Il faut avoir ça ou la moulure qui faisait tout le bas de caisse au complet. Le Cougar, je pense que ça vient du Thunderbird aussi. Les lumières à l'arrière, c'est du séquentiel. Oui, c'était séquentiel. Il clignotait 3 fois. 1, 2, 3, chaque sur côté. OK. Et côté mécanique, on parle d'une transmission automatique, bien entendu. Oui, une 3 vitesses. Une C4. Une C4 qui appelle? Oui. Du côté suspension, c'est lame arrière indépendante en avant. Oui, puis indépendant avec des coil springs. Côté frein? Côté frein, c'est à tambour aux 4. Aux 4 roues? Oui, aux 4 roues. Mais il peut avoir l'option des freins à disque en avant. Côté motorisation, on parle d'un V8 de 289 pouces-cubes. Oui. On parle d'un carburateur à combien de barils? 2 barils, développant. 200 chevaux. Je remarque des petites choses différentes, probablement par rapport à la Mustang. Un exemple, le contenant à lave-glace. Oui, le bouchon et le bonhomme, l'insigne du Mercury, là, le bonhomme Mercury. Qui fait différence à Ford, bien entendu. Ford, il était uni. Et ta batterie aussi, Oui, c'est ta marque de commerce. C'est une batterie pas originale, mais avec un couvert par-dessus. Les lumières du Cougar étaient escamotables. Oui. Marche électrique? Non, au vacuum. Marche au vacuum? À l'air. OK. Il faut absolument que le moteur fonctionne dans ce temps-là? Oui. Pour les fermer, pour les ouvrir, il faut absolument que le moteur fonctionne. Côté accélération, on parle-tu d'un véhicule aussi rapide qu'une Ford Mustang ou c'était à peu près semblable? C'était à peu près semblable. C'était à peu près semblable. À la semaine prochaine. Merci. Le 15 août dernier, en grande pompe, avait lieu l'ouverture du 7e magasin de cette chaîne, qui est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de matériel d'artistes et d'encadrement. L'histoire est vraiment fabuleuse. J'ai le plaisir de recevoir la directrice du marketing et des relations publiques et le PDG de cette entreprise. Ils sont respectivement frères et sœurs, Michel et Amine Hachem. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Racontez-moi l'histoire d'Hachem, elle est trop belle. Wow, OK. On va commencer. C'est mon père, le fondateur, qui a donné naissance à cette belle entreprise-là, sur le plateau Mont-Royal. C'est à rue Laurier, il a 32 ans, qui va faire 33 ans l'année prochaine. Vous arriviez du Liban? On arrivait du Liban. Avec la guerre, tout a été perdu là-bas. Donc, arrivé vraiment des immigrants, commencé à zéro. Mon père a travaillé très fort, a eu une vision, a fondé la boutique sur la rue Laurier, justement, avec 3 enfants. Donc, on a été élevés là-dedans depuis tout jeune, baignés depuis quasiment notre naissance. Et puis, la boutique de Laurier, qui était vraiment une référence pour les artistes. Mon père a vraiment créé un environnement d'artistes où est-ce que les artistes se rencontraient, où est-ce qu'il y avait des expositions, des ateliers qu'il a mis en place. Et puis là, notre objectif, nous, les enfants qui prennent la relève, c'est d'amener ça, de continuer la même vision, mais d'amener ça à un autre niveau. Et c'est là qu'on a donné naissance à la chaîne. Je rajoute tout ça dans un 400 pieds carrés. Hein. Oui, c'est vrai. Toute la vision qu'on a aujourd'hui a commencé dans un 400 Donc, c'est parti avec un magasin, ensuite un deuxième, et là, on est rendu avec un 7e magasin ici à Laval. 7e magasin, exactement. Qu'est-ce qui fait, je vous dirais, le succès de votre entreprise Hachem? L'entreprise familiale, les valeurs de la famille, les personnes qui en font partie. On est rendu plus de 100 personnes qui représentent, qui travaillent avec nous, qui fait partie d'équipe. Puis c'est les fonds, les valeurs de l'entreprise que mon père a bâti, qui nous a transmis et qu'on continue à transmettre à notre équipe.
et qui se ressent, qui se fait ressentir à travers notre clientèle que les clients apprécient énormément. Michel, j'ai jamais été dans un magasin H&M. J'ai manqué quoi? Vous manquez beaucoup de choses. Premièrement, aussi, à rajouter à ce qu'Amine dit, la passion qu'on a. Avant toute chose, on a tous décidé de prendre cette direction-là par choix. On prenait les 3 enfants des directions différentes. Alors, la passion qu'on a, je pense que c'est ça qui fait qu'on avance. Qu'est-ce que vous manquez? C'est une expérience que vous manquez. C'est dur à expliquer parce qu'il faut la vivre. Bien sûr. Je pourrais l'expliquer, ça pourrait prendre 2-3 jours à vous l'expliquer. Il s'agit de rentrer la première minute, on va vous charmer avec ce qu'on a. Papa est à l'essence même, si on veut, de ce succès-là. Absolument. Non seulement par rapport à son travail, mais aussi par rapport à son approche avec la clientèle. Tout à fait. Nous, comme Michel a dit tantôt, c'est vraiment faire vivre une expérience. Puis notre objectif, c'est de promouvoir les arts ici, dans la culture québécoise. Et puis les artistes s'associent beaucoup à cette vision-là et apprécient l'expérience, de faire vivre une expérience dans nos boutiques. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est une réussite présentement. Puis comme que Michel tantôt a dit, c'est de faire vivre une expérience. Donc quand vous rentrez dans un magasin H&M, juste un petit résumé rapidement, c'est dans le nouveau concept, vous avez la chance de côtoyer, de voir des artistes sur les lieux, en train de peindre, en train de s'exprimer. Vous avez la chance aussi d'avoir un bar à café où est-ce qu'on invite les gens à venir prendre un café et puis de s'installer, lire un livre, toujours par rapport à la culture. Donc, c'est une immersion totale, dans le fond. Absolument. Et en même temps, il y a un espace où est-ce que les artistes peuvent exposer leurs arts, donc de pouvoir donner une vitrine un peu à nos artistes québécois et puis faire vivre vraiment une expérience. Donc, c'est un environnement qu'on est en train de recréer. Bon, vous qui êtes en marketing, excusez-moi, je n'avais pas vu ça nulle part ailleurs. Ce genre d'endroit-là où on vend à la fois du matériel, des encadrements et qu'on est un lieu de diffusion. Qu'est-ce qui est important, c'est comme nous vous recevoir à la maison. Avant de vouloir vendre du matériel, avant toute chose, c'est qu'on vous reçoit chez nous. Comme qui dit, la barre à café, le Belize n'est pas inclus, par exemple. C'est uniquement le café. Après les heures d'ouverture. C'est ça qu'on a voulu créer avant toute chose. On n'est pas un marché détaillant qui veut vendre des produits. On veut plutôt être un espace qu'on peut découvrir, qu'on peut s'inspirer, qu'on peut venir et rencontrer des gens. Et même se former, il y a des ateliers dans vos magasins. Tout à fait. Donc, c'est vraiment mobiliser les gens et la communauté au monde de l'art. Quand vous avez vu c'était quoi, encadrement les cèdres? Encadrement des cèdres, oui. Que ça s'appelait avant, devenir H&M, du nom de votre famille. Est-ce que ça changeait un peu, je vous dirais, votre lien avec l'entreprise, ou ça a juste confirmé la place que vous vous étiez fixé d'avoir? Ça l'a confirmé. Et où est-ce que ça l'a changé? C'est au niveau de la clientèle qui était associée à l'encadrement des cèdres, mais que les clients savaient que c'était une histoire de famille. Donc, quand on a sorti notre nom H&M, c'est sûr que quand on a fait cette action-là, mon père n'était pas trop sûr de ce qu'on faisait, mais on était 3 qu'on était convaincus que c'est exactement dans ce chemin-là qu'on doit aller. Là, ouais. Donc, les gens se sont beaucoup associés. La famille H&M, oui, on connaît la famille H&M. Donc, la transition, elle a été très, 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 très bien prise, bien acceptée, justement. Donc, on se rend compte aujourd'hui que finalement, c'est une belle action c'est une belle décision qu'on a prise. Absolument. Puis ça vient marquer dans le temps, justement, l'importance de ce que vous avez fait en famille. Et maintenant, vous êtes dans quelques 7 magasins. Est-ce que vous avez des visées internationales? Comment vous voyez-vous H&M? Tout à fait. Mais premièrement, on commence vraiment, c'est la province de Québec. Je pense qu'il y a un travail à faire ici dans la communauté. Puis on arrive avec un nouveau concept où est-ce que notre but, c'est de supporter les arts dans la culture, comme que j'ai dit tantôt. Comme que vous savez, malheureusement, souvent, les premières coupures qui se font, c'est au niveau des arts et de la culture. Donc, si on peut aider, si on peut supporter, c'est un peu notre mission et notre objectif. Et puis, commençons par ici, mais il n'y a rien qui, éventuellement, pourquoi pas? On n'est pas fermé à l'idée. Bon, là, vous êtes maintenant dans le milieu des artistes lavallois. Est-ce que vous voyez beaucoup de talents émerger? Il y a énormément de talents et c'est la raison pour laquelle, qu'on a créé cette plateforme d'exposition. On n'est pas une galerie d'art, c'est ça qui est important de faire référence. On est une plateforme pour donner la chance aux galeristes de venir découvrir des talents qui sont cachés. 7 jours sur 7, ce magasin-là est ouvert. Ce nouveau, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 3 à Montréal, un à Saint-Bruno, Saint-Jérôme, Mascouche et maintenant au 1555 boulevard Le Corbusier. 450-934-9343. On voit qu'il y a du marketing derrière ça. 450-934, Amine et Michel, on vous souhaite d'abord la bienvenue ici à Laval et surtout prospérité pour de nombreuses années et votre appui aux artistes est indispensable. Merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir. Merci.
chaque semaine, Roberta Argello essaie une nouvelle activité sportive à Laval. Et cette semaine, elle nous parle de Bikram Yoga. Bonjour, Roberta. Bonjour, Amélie, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, oui. Pour avoir déjà essayé le Bikram Yoga, je sais que c'est extrêmement difficile. Est-ce que tu as survécu? Oui, j'ai survécu. J'ai réussi les 90 minutes. Tu sais que le plus important, le premier cours, c'est de rester dans la salle. Oui. Donc, même si tu n'es pas capable de faire toutes les postures, tu dois quand même rester dans la salle, c'est le plus important. Ils ne veulent pas qu'on sorte. Non, mais non, c'est pas conseillé, sinon après, tu ne veux jamais plus retourner. c'est très demandant. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que Bikram veut dire? Non, absolument pas. Non, Bikram, c'est le nom du créateur, Bikram Choudhury. Donc, il créa le Bikram à l'aide de son maître de Hatha Yoga pour guérir une blessure qui s'est faite au genou en faisant de l'haltérophilie. Donc, ça, Hatha Yoga, ça, c'est une autre sorte de yoga. Il y en a plusieurs sortes de yoga. Un yoga chaud? Ou... pas le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, ça veut dire yoga d'effort. Et donc, on va le pratiquer, on pratique le contrôle de son corps avec des postures correctes qu'on appelle asana et aussi la discipline du souffle qu'on appelle des pranayamas. Donc, Bikram Choudhury a complètement rétabli son genou la blessure de son genou en faisant du Bikram Yoga pendant plusieurs mois. Et dans les années 70, il amena le Bikram Yoga de l'Inde jusqu'aux États-Unis et maintenant, tu le retrouves partout dans le monde. Et c'est la chaleur qui fait que c'est aussi bénéfique parce que ça désintoxe? Mais en fin de compte, la chaleur, c'est ça. C'est que tu vas... ça va faciliter l'étirement de ton corps, donc faciliter l'étirement plus profond de ton corps, donc qui va réduire le risque de blessures musculaires. Exactement. Et c'est vraiment 90 minutes comparé à d'autres sortes de yoga show qui sont 1 heure seulement. Exactement, parce qu'il y a plusieurs yogas, puis je sais que maintenant, les gens, ils savent qu'il y a aussi des yoga shows un peu partout, mais c'est pas la même chose. Donc, comme vous pouvez voir dans la vidéo, le Bikram, c'est une série de 26 postures dynamiques qu'on appelle les asanas, qu'on va toujours faire de la même, dans même temps, le même ordre exactement. Et aussi, on maintient entre 60 à 10 secondes chaque posture. Et aussi, c'est 2 exercices de respiration qu'on appelle des pranayamas tirés du Hatha Yoga. Ce ne sont pas des positions si difficiles, c'est vraiment le fait qu'il fait chaud. Qu'on les maintient exactement pendant longtemps et aussi qu'on le fait dans la chaleur. Et c'est quoi les bénéfices du Bikram Donc, Yoga? il y en a plusieurs. On peut dire qu'il y a des bénéfices physiques, comme par exemple, on va améliorer sa posture, sa flexibilité. On va aussi améliorer l'endurance musculaire. Il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils veulent perdre du poids. Mais il y a aussi des bénéfices mentaux, émotifs et spirituels, comme par exemple, on va améliorer de la concentration, aussi ton estime de soi, et ça permet de trouver un calme intérieur. On est vraiment dans l'instant présent quand on pratique le Bikram Yoga, ou toutes les formes de yoga. Tu ne peux pas penser à d'autres choses parce que tu es vraiment concentré au fait de respirer dans la chaleur. Donc, la salle, elle est chauffée à 42 degrés Celsius et 40 d'humidité. Comme je te dis, ça facilite donc l'étirement de son corps pour éviter d'avoir des blessures musculaires. Et aussi, donc, comme tu l'as dit tantôt, c'est 90 minutes et on est dirigé par un instructeur certifié. Donc, pour devenir instructeur, il faut faire son cours de certification à Los Angeles. Et donc, l'instructeur va te diriger, aussi te corriger dans les postures, mais également te dire qu'est-ce que tu es en train de travailler avec cette posture-là. Donc, quel organe ou quel muscle, quelle partie du corps tu travailles avec cette posture-là. Et durant tout ce temps, on souffre profondément. Mais quand tu dis que tu souffres, moi, je trouvais que c'est un défi. C'est vraiment un beau défi. Tu sors de là, mais tout le monde peut le pratiquer. Un défi contre soi-même, si on veut. Hommes, femmes, de tous les âges, toutes les conditions physiques. Aux États-Unis, ça s'est fait connaître à cause qu'il y a beaucoup de vedettes hollywoodiennes qui en font. Et ici, au Canada, au Québec, en fin de compte, les Canadiens de Montréal pratiquent du Bikram Yoga. Oui, ça va faire partie de leur entraînement, pour compléter leur entraînement. C'est la preuve que c'est très bon physiquement. Oui, c'est pour tout le monde, en fin de compte. C'est vraiment bon pour tout le monde. Et donc, on a besoin seulement d'un tapis d'entraînement, une serviette que tu vas mettre sur le tapis pour ce qui est des vêtements confortables dans lesquels tu vas pouvoir transpirer. On recommande des choses serrées, donc près du corps, parce qu'on veut voir tes articulations comme tes genoux, tes coudes, pour corriger ta posture si jamais tu le fais pas bien. Et aussi, de l'eau. On te recommande de prendre de l'eau avant, pendant et aussi après. Et on n'a pas besoin d'avoir le tapis, on peut le louer sur place, je crois. Oui, exactement. Oui, exactement. Tu peux le louer sur place. Mais si tu aimes ça, tu fais des cours d'essai et tu aimes ça, je vous recommande d'avoir votre tapis. Parce que tu transpires quand même. Donc, tu mets la serviette par-dessus, mais c'est ta transpiration. Tu vas voir, tu transpires beaucoup. Et je crois qu'il y a des défis aussi au Bikram Yoga à Laval, 30 jours de suite. Oui, exactement. Donc, si vous voulez plus d'informations, moi, j'ai rencontré justement quelqu'un qui l'a
l'a fait. Donc, si vous voulez plus d'informations, Bikram Yoga Laval. Et vous allez avoir, donc, pour les essais, en fin de compte, aussi les horaires, les tarifs, c'est bikramlaval.com. Je tiens à remercier justement Karina et Linda qui m'ont aidé lors de mon cours d'essai. Et c'est le seul Bikram Yoga à Laval et dans la Rive-Nord. Il y a seulement 6 Bikram Yoga au Québec. Donc, on est privilégié. Exactement, d'en avoir un ici à Laval. Il faut vraiment l'essayer pour voir si ça vous convient aussi. Et juste rapidement, en terminant, c'était ta première fois? J'avais fait il y a 5 ans et je me suis beaucoup améliorée depuis. Puis ça a bien été, toi, ta première expérience? Quand même, oui, j'ai été surprise, mais c'est très physique et mental. Oui. Donc, tu dois arriver là déjà en pensant que pendant 90 minutes, tu te concentres juste sur toi. Mais je ne veux pas vous faire peur, mesdames et messieurs. Moi, la première fois que je l'ai faite, je me suis dit tout le long, plus jamais, pourquoi je m'implique ça? Mais tu sors de là calme, zen et plein d'énergie. Tu es prête à surmonter n'importe quel défi de la journée. Là. Dès la deuxième fois, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui. Ça a été beaucoup mieux et respirer par le nez, oui, c'est important. Merci, Roberta. Avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral, est toujours très grave, mais en être foudroyé alors qu'on est dans la quarantaine cause des dommages collatéraux absolument gigantesques et les ressources manquent pour ce type de personnes. Afin d'en parler, nous avons la directrice de AVC Aphasie Laval, Mme Colette Beauregard. Bonjour, Mme Beauregard. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Ça me fait plaisir. J'ai lu dans la documentation qu'il y a de plus en plus, justement, de gens dans la quarantaine qui ont des AVC. Malheureusement, oui, c'est je ne peux pas appeler ça une tendance, mais c'est la réalité de nos jours, parce qu'anciennement, les gens avaient des AVC alentour de 65 ans. Et dernièrement, on a remarqué que les AVC arrivent beaucoup plus jeunes. Et c'est une problématique complètement différente que Bien quand sûr. on a un AVC à 65 ans. Parce qu'on est dans la fleur de l'âge à 40 ans. C'est ça. Souvent à la tête d'une famille, en train d'accumuler de l'argent pour nos vieux jours, et là, ça arrive. Est-ce qu'on sait pourquoi ça arrive de plus en plus? Le stress, la malnutrition, la sédentarité. Plus de nos jours, la vie va trop vite, là. Puis ça arrive malheureusement que c'est... Il y a plusieurs facteurs à considérer dans les AVC. Qu'est-ce qui change entre faire un AVC dans la quarantaine et dans la soixantaine? Bien, dans la soixantaine, quand on fait un AVC, on a terminé notre carrière, on est dans le mode plus... j'ai que le terme en anglais, là, mais on a déjà pris sa retraite. Oui, OK. Et puis maintenant, dans la quarantaine, c'est pas pareil. Là. On a tout encore à accomplir. Beaucoup à accomplir. On est dans le chemin de la vie, on a notre famille, on a des différents objectifs à accomplir. Puis là, tout s'arrête. Ouais. Là. Notre vie change complètement. Est-ce que les répercussions physiques ou morales sont aussi graves, ou même plus graves, si on fait un AVC plus jeune? Chaque cas est différent. Chaque cas, il y a leur propre problématique. Comme une personne, ça dépend où l'AVC aussi cause les dommages dans le cerveau. Mm-hmm. Il y en a qui sont aphasiques, qui ont de la difficulté à parler, et les autres, c'est plus physique, ça attaque la concentration, la capacité de tolérer au stress. Les gens qui ont fait un AVC habituellement, il y en a certaines exceptions, mais habituellement, ils sont plus capables de retourner dans le monde du travail. Ils sont là à 40 ans et disent hey, « il faut que je m'accomplisse. Qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie? » Il faut que je change. Ah, il faut... tu changes complètement. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un, justement, qui vit un AVC et qui ensuite, dans son rétablissement, veut éventuellement avoir une réinsertion, peut-être pas complète, parce que ça se pourrait probablement pas, là, mais à tout le moins être un citoyen participatif? Mais c'est pour ça que, auparavant, notre association accueillait des personnes aphasiques. Et on a su que sur 100 AVC, il y en a seulement 35 qui souffrent de l'aphasie. Les 65 autres, ils n'ont aucun service.
Donc, notre association ouvre maintenant la porte à tous les AVC avec ou sans séquelles d'aphasie. Donc, de là, le changement de nom. C'est pour ça qu'on a changé de nom, oui, pour accueillir cette nouvelle clientèle-là. Mais ça nous remet aussi en question parce qu'on offrait des services de loisirs, de réinsertion sociale. Mais là, il faut qu'on change notre mission, il faut qu'on change nos objectifs pour aider ces personnes-là dans la quarantaine. Nous autres, c'est pas du loisir qu'ils veulent faire, c'est pas de la peinture, c'est pas ça. On va offrir des services de soutien, de réinsertion, peut-être pas dans le milieu du travail, mais dans le bénévolat, leur donner une certaine confiance en eux pour qu'ils puissent encore être dans la société et se sentir utiles. Je disais aussi qu'un tiers des personnes ayant subi un AVC ont des problèmes de dépression. Cependant, 60 de leurs aidants aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est plus dur pour les aidants que pour ceux qui ont des AVC? Bien, ceux qui ont des AVC, bien, ils ont des soutiens. Mais les aidants vivent le même traumatisme parce que ce n'est plus la même personne avec qui ils étaient, mais eux autres, ils n'ont pas de soutien. Ils sont dans le vague, ils ne savent plus non plus comment agir, malgré que maintenant, on commence à parler beaucoup des proches aidants puis de les aider parce qu'ils étaient laissés à eux-mêmes. Il y avait leur conjoint ou conjointe qui avait fait l'AVC, puis là, il y a toute la responsabilité sur le dos. Ils n'étaient pas habitués à ça. Là. Puis eux autres aussi, il faut que... C'est un changement de vie, bien là. sûr, bien sûr. C'est un changement de choix de vie aussi. Aussi, c'est vrai. Dépendamment de la gravité de la personne, là... Est-ce qu'on continue avec? Parce qu'avant, je pouvais dire qu'au moins 90 et plus, il y avait séparation quand c'était la femme qui faisait l'AVC. Et maintenant? Maintenant, l'attitude des hommes s'améliore. OK. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Mais plus on fait un AVC jeune, est-ce qu'il y a plus de chances de séparation à ce moment-là? Oui. J'aurais l'impression. Oui, oui. Ça dépend de la gravité bien sûr, aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. Alors, c'est du support à la fois pour les personnes qui ont des AVC, qui ont fait des AVC et aussi leurs proches. On peut donc peut-être même aider de différentes façons, hein, monétairement ou même en bénévolat, avec justement cette AVC Aphasie Laval. On peut les rejoindre de différentes façons. Donc, entre autres, 450-937-3666, 450-937-3666 ou www.apal.ca. APAL, c'est l'ancienne appellation. Oui, on est en train de changer notre site web. Association des personnes aphasiques de Laval. C'est ça. Continuez votre mission. On va toujours vous soutenir ici, à Laval et compagnie. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, Colette. Merci. La semaine Lis avec moi, qui est célébrée partout au Québec, aura lieu du 4 au 12 octobre prochain. Pour nous en parler, on reçoit Annie Groovy. Ouais. Groovy, Oui. auteure, illustratrice et porte-parole de la semaine Lis avec moi. Bonjour, Annie. Bonjour. J'adore ton kit, ton Ouais. personnage, le nom de famille Groovy. Eh bien, merci. C'est génial. C'est Donc, concept, hein? Ben, c'est tout à fait concept. Si je comprends bien, c'est un événement qui est célébré dans plusieurs villes au Québec, plus de 20 villes, mais c'est une initiative lavalloise. Oui, exactement. Ça a été, c'est un mouvement de lecture lié avec moi qui a été créé, qui a été lancé il y a 10 ans. Donc, on fête le 10e anniversaire cette année. Et c'est tous les Québécois. On invite tous les Québécois, on les encourage, les Québécois adultes, que ce soit des parents, grands-parents, enseignants, amis, à accompagner un enfant pour développer le goût de la lecture. Donc, prendre un enfant, lui lire une histoire, l'amener à la bibliothèque, lui donner le goût de lire. Les initiés le plus jeunes possible. Oui, puis le plus jeune possible, parce que les enfants ont besoin d'être encadrés, hein, on le sait. Donc, c'est ça. Puis dès le jeune âge, en plus, les enfants sont très curieux, donc c'est une bonne occasion de profiter de ça pour lui mettre un livre déjà dans les mains quand il est tout jeune, puis que ça devienne ancré dans son quotidien, là, que lire... Oui, tout à fait. Oui. C'est bon pour les adultes aussi, mais c'est plus difficile d'en prendre l'habitude quand on est plus vieux. C'est ça. Alors que quand on est petit, si on commence déjà à s'habituer à lire, bien après ça va devenir un réflexe, puis on va lire toute notre vie. C'est ça le but. Et il se passe quoi exactement? C'est quoi les activités durant cette semaine-là? Alors, moi, je vais faire des animations. Il y a aussi une vingtaine d'auteurs qui font plein d'animations dans les écoles et les bibliothèques. Donc, tout ça, c'est gratuit en plus. Il y a les fêtes du livre aussi qui vont avoir lieu la fin de semaine du 10 et 11 octobre. Donc, à 3 endroits à Laval. Vous pouvez aller voir sur le site Internet, c'est lisavecmoi.com. Et tout va être écrit, là, tous les horaires, où est-ce qu'ils vont les auteurs, tout ça. Il va y avoir un colloque aussi au mois d'octobre, le 24 octobre. Il y a des activités aussi à faire en ligne, je crois. Oui, il y a des
activités, il y a des idées, des boîtes à idées pour des façons ludiques de faire lire un enfant. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous avez envie de faire des jeux avec ça, bien, vous pouvez. Il y a plein d'idées sur le site que vous pouvez. Les sortes de lectures aussi pour les Oui, initier, quel genre de livre choisir. trop... Oui, exactement. Donc, tout ça est sur le site liavecmoi.com. Et toi, tu te promènes dans les écoles et les bibliothèques? Bien, je fais ça toute l'année en tant qu'auteur jeunesse. Okay, mais là, pour cette semaine-là, je vais faire 2 ou 3 présentations et les fêtes du livre aussi, les 3 fêtes du livre. Parce que tu as aussi créé la populaire série Léon, qui a été publiée à la courte échelle et je crois qu'il y a eu un succès monstre partout dans le monde. Oui, ça a quand même bien été. Oui, c'est impressionnant C'est quand même un bonhomme allumette en noir et blanc, on s'entend. Mais ça a super bien fonctionné. Ça a été traduit, mon Dieu, en Italie, Espagne, Corée, Chine, dans les pays arabes aussi. Oui, c'est drôle, hein? Mon Dieu, non, mais c'est pas drôle. Je suis vraiment impressionnée. Félicitations. Merci. Il y a un dessin animé à Radio-Canada aussi. C'est ça. Donc, en tout cas, les gens qui veulent en savoir plus à ce sujet-là aussi, on peut aller voir ton site Internet. Oui. AnnieGroovy.com. Oui, ça, c'est mon site à moi, mais il y a le site de Léon qui est peut-être un peu... Tu sais, moi, je suis pas... Je suis moins assidue pour mon site, donc ça se peut que ce soit pas super à jour des fois. Mais sinon, le site de Léon, c'est cyberléon.ca. Tout est là-dessus. Il y a même les dessins animés, vous pouvez en visionner. Il y a des jeux, tout ça est gratuit, évidemment. Donc, ton but à toi, c'est non seulement d'initier les jeunes à la lecture, mais aussi ça l'aide contre le décrochage scolaire, j'imagine. Oui, effectivement, de lire, ça apporte plein de bons côtés. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit « Ah non, lire, c'est pas bon pour... c'est bon pour l'imagination. C'est bon pour tout, là. C'est bon pour l'imagination. Ça développe aussi, on peut apprendre des nouveaux mots. Et ce matin, je rencontrais des élèves, justement, je leur disais pourquoi c'est bon de lire, puis... On peut apprendre des nouveaux mots, on peut... c'est vraiment... Tout à fait. Ils sont déjà au courant que c'est bon, puis ils lisent, puis je trouve de nos jours, il faut aller chercher un peu des outils, faire notre éducation autre que seulement dans les médias de masse ou même à l'école. Il faut aller chercher un petit peu à gauche, à droite. Il y a du choix ici au Québec, juste les œuvres québécoises. Il y en a 700 par année qui sortent là, en jeunesse seulement québécois. Alors imagine avec tous les autres... les livres de tous les autres pays, on n'a pas d'excuses. Les enfants n'ont pas d'excuses de dire « j'ai pas trouvé ce qui m'intéresse ». Il y en a du choix, donc... Il y en a du choix, et même il y a des livres sur Internet maintenant, avec iBook et tout ça. Donc, plus d'excuses, mesdames et messieurs. Initiez les jeunes à la lecture. Merci, Annie Groovy. Bienvenue. Groovy. Oui. Je le dis toujours en anglais, mais là, c'est correct. En français. Annie, je vais vous montrer la belle affiche. Oui, en plus, c'est magnifique. C'est beau, hein? Porte-parole. Une illustration de Belle Brute. De la 10e édition. Oui. Avec moi. Merci beaucoup, Annie. Voilà, bienvenue. À tous nos auditeurs, nous offrons nos salutations les plus cordiales. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre. J'ai le plaisir de vous faire connaître les artistes lavallois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un artiste très excellent. Son nom, c'est Giampaolo Sassano. Bonjour, monsieur. Giampaolo. Monsieur Sassano, ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes très, très gentil de m'inviter. Oui. Et je suis très reconnaissant. Monsieur Sassano, d'où vous est venu le goût pour la peinture, pour l'art? Ah, je ne sais pas. C'était une chose intime. J'ai commencé à 8 ans. À 8 ans? J'étais très, très petite. Et j'ai commencé à faire de la peinture à 8 ans. J'étais entouré par des artistes. Mon père, ma mère faisaient de la peinture, mon oncle, mes cousins. Alors, j'étais toujours dans un environnement des arts, des artistes. Comme ça, votre cheminement, c'est pas l'effet du hasard. Ça a été de votre jeune âge. Oui, c'était une chose qui était naturelle pour moi. Et j'ai des tableaux que j'ai créés quand j'avais 8 ou 9 ou 10 ans, qui maintenant sont à l'Italie, qui sont spectaculaires. Ah, c'est parce que vous êtes originaire d'Italie? Ah oui. Je suis né à Udine, au nord d'Italie, dans les petites Italie qu'on appelle les Frioul. Oh, oui. Et vous êtes arrivé ici en quelle année, ici Dans les années 66. Et je suis arrivé à le Northwest Territories. Okay. J'étais engagé par une compagnie minière
qui s'appelle Discovery Mine. Vous étiez géologue, je crois. Oui, je suis géologue et j'ai travaillé par tout le monde, je dirais. Alors, géologue, pour moi, la pierre, c'est important. Hein? alors, M. Sassano, comme géologue, à un moment donné, vous avez eu à faire du travail, mais est-ce que ce travail-là vous a inspiré aussi pour la peinture? Oui, parce que moi, j'ai passé beaucoup de mon temps dans les forêts, dans les montagnes, dans les vallées, avec les rivières. Alors, j'ai commencé à connaître les couleurs de la nature, les couleurs des feuilles, des arbres. Mais techniquement, mon technique est très simple. J'ai commencé, quand j'étais jeune, à travailler avec l'huile. Mais l'huile me donnait des allergies énormes. Ben oui. C'était incroyable. J'avais des chocs anaphylactiques. Hein? Et j'étais obligé d'aller à l'hôpital. Ah bon? Alors, j'ai abandonné l'huile et j'ai embrassé l'acrylique. Et maintenant, je fais de l'acrylique. Je remarque que vos couleurs sont assez vives. C'est un reflet de l'Italie, quoi. C'est dans votre nature. On m'appelle un peintre méditerranéen. Ah, ben c'est vrai. C'est vrai, oui. Avec les couleurs de la Méditerranée, c'est-à-dire, moi, j'aime les couleurs pures, pas mélangées. J'aime le rouge, j'aime le bleu, j'aime l'orange, le jaune. Alors, je fais des paysages très simples avec je dirais, de la simplicité dans les dessins. Sont pas les typiques tableaux avec la petite cabane à sucre ou avec les arbres comme ça. Non, moi, je fais de la peinture que je pourrais dire c'est un peu classique dans un sens. J'aime l'archéologie, j'aime les statues grecques. Oui. Alors, je fais des choses très simples. Quelquefois, je suis la tendance de l'école fauviste en abysse. Alors, on cherche de donner des couleurs pour donner une impression, comment on peut dire, une impression de couleur, Mais vos sujets sont toujours gays, sont pleins de gaieté, de charme, les gens. Je suis un optimiste. Un optimiste, c'est ça. Alors, mais je vois aussi, pour vous connaître, écoutez, on ne cachera pas qu'on se connaît, alors vous êtes un type qui est très à l'ordre. Dans vos peintures aussi, on voit que c'est très précis, il y a beaucoup de très rigide. Très rigide dans vos peintures. Je suis très géométrique, je dirais, dans un sens. Je vais réduire les choses à l'essentiel. Parce que moi, je cherche de trouver la réalité dans la irréalité. D'accord. Je cherche de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est ça. Alors, c'est pas facile. On cherche de créer quelque chose qui n'est pas vraiment présent dans la réalité. Moi, je déteste les photographies design. Alors, j'aime pas des tableaux qui sont super réalistique. Super réaliste, oui. Alors, dans votre cheminement, je vois que vous avez fait beaucoup d'expositions. Vous avez fait, écoutez, votre vie est très, très active. Vous avez été écrivain, vous avez fait beaucoup d'expositions, mais vous avez encore des expositions qui s'en viennent très bientôt. Oui, alors, pour vous remercier de votre gentille invitation, j'ai porté ici un petit cadeau pour vous. Ah, c'est gentil à vous. Et c'est notre affiche officielle. D'accord. L'exposition aura lieu le 3 octobre à 214 boulevard Sainte-Rose. Alors, ceux qui connaissent le boulevard Sainte-Rose, c'est la vieille caserne sur le boulevard Sainte-Rose au 214. Alors, c'est au 2e étage. Et puis, c'est une exposition, mais c'est pas une exposition solo. Vous l'avez faite... Oui, c'est avec Isabelle Sauvino, qui pour moi, c'est une grande artiste. C'est magnifique. Elle fait des choses incroyables. On a printé 40 affiches. Ah bon? Sont toutes signées par les artistes et numérotées. Alors, ils sont un peu rares. D'accord. Et alors, j'espère que vous serez capable de la garder. Parfait. Alors, merci beaucoup, monsieur Sassano. À la prochaine fois, puis bon succès pour votre exposition. Merci, vous êtes très gentil. Merci. Le lancement du nouvel album d'Étienne Drapeau avait lieu le 23 septembre dernier au National. Nancy Marcil nous a ramené des images.
On est le 23 septembre, je suis au National pour le lancement du 5e album d'Étienne Drapeau. Et là, il commence dans quelques minutes. On va aller le voir en coulisses pour voir comment il se sent. Il lance ce soir, en fait, son 5e album, rien de moins. Son meilleur, ça c'est moi qui dis ça, je vous demanderais d'accueillir très, très chaleureusement mon chum, Étienne Drapeau! Excuse-moi! On va y arriver, on va y arriver. Étienne, c'est ton 5e album. Oui. C'est ton lancement ce soir. Et là, il y a de l'action. Je te vois bouger, courir depuis tantôt. Comment tu te sens là, avant une première comme ça? Ben écoute, curieusement, pas si nerveux que ça. Plus fébrile, plus excité. Tu m'as vu, je cours partout à s'assurer que tout est correct sur la scène. On est sur la scène, que j'ai tout après mes guitares, que mes guitares sont bien accordées. Mais je te dirais qu'on est bien préparé. Je travaille avec une belle équipe. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille à la préparation de cet album-là. Fait que toutes les astres sont alignés. Ça va bien à tous les niveaux dans ma vie. Ma chanson, au moment où on se parle, je sors mon album est numéro 1 au palmarès au Québec. La chanson la plus jouée. J'ai plein de shows de bouquets. Aujourd'hui, tu sais, d'habitude, t'arrives une journée de lancement, tout va mal. La technique va pas bien, t'es en retard pour les sons. Là, aujourd'hui, tout va bien. Ça va trop bien. Il y a de quoi qui marche pas. Là. Mais en tout cas, j'aime mieux ça, finalement, mais quand même, tout va bien, c'est le fun. Parce que justement, comparativement aux autres lancements que tu as faits, comment tu vis ça? C'est-tu différent cette fois-là, après 5? Là, t'es au 5e, on est un peu différent. Exactement. T'as tout compris, c'est moins... on est moins nerveux. Après 10 ans, j'ai des accomplis. J'ai fait plusieurs hits à la radio. J'ai fait tellement de shows. T'sais, on est moins nerveux. Les premiers lancements, je me rappelle même le 3e, j'étais ici, j'étais terrorisé, j'étais stressé. Écoute, à un moment donné, là, on vient avec de l'expérience. J'ai fait des grandes comédies musicales avec Don Juan. J'ai fait la Place des Arts devant 3000 personnes. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est du gros bonheur, c'est du gros fun, ça va bien. Je veux en profiter. Je veux pas me rendre fou. C'est mes fans. Il va y avoir 600-700 personnes. C'est mon chum Marc Dupré qui va me présenter sur le stage. J'étais avec mon chum guitariste avec qui je joue depuis presque 12-13 ans. Il est mon premier guitariste. C'est tous mes amis. C'est tout du monde que j'aime. Fait qu'on veut juste en profiter. Aujourd'hui, c'est du gros bonheur. Bien, justement, tu parles de Marc Dupré. Justement, c'est une nouvelle collaboration avec toi. Qu'est-ce que ça a apporté de différent dans tes albums? Ça a apporté une nouvelle couleur. Moi, j'étais un gars qui, à la base, est un grand amoureux de la chanson française. Piano-voix, guitare-voix. Moi, je dis, mets-moi 1000 personnes dans une salle, mets-moi un piano, une guitare, puis je vais te les garder pendant 1 heure, puis je vais te les faire vivre toute la gamme d'émotions. Pas besoin d'éclairage de 22 musiciens. Sauf qu'aujourd'hui, en radio, les radios ont changé, le son a changé, on est beaucoup plus dans le pop. Le contenant radio, c'est important que le contenu. Avant, c'était juste important d'avoir un beau texte, une belle émotion, une belle mélodie. Maintenant, il faut que ça sonne, il faut que ça soit pop. Et le gars qui sonne le plus au monde, qui écrit les plus belles tunes pop, up-tempo, c'est Marc Dupré. Fait que c'est un chum à moi depuis longtemps. On a dit, hey, pourquoi on ne travaille pas ensemble, faire quelque chose d'un peu différent? Donc, 6 chansons, paroles et musique Étienne Drapeau, qui ressemblent à T'es ma femme, t'es la plus belle, à toutes les femmes que j'ai, mais où je l'ai jamais dit à personne. Des tunes touchantes à texte, pas trop d'arrangements. Puis il y a 6 autres qui sont paroles Étienne Drapeau, musique de Marc Dupré, où là, on tombe dans le gros pop, le fun, up-tempo. Puis vois-tu, j'ai eu un numéro 1 récemment. Puis c'est la première fois de ma vie que j'avais un numéro 1 avec un up-tempo. Donc, c'est le fun. C'est des nouvelles couleurs, puis ça fait du bien. C'est du Étienne Drapeau renouvelé, mettons. Okay. Mais toujours dans les thèmes de l'amour, toujours, ça tient toujours. Ça, c'est la matière première, ça fait partie de mon ADN. Je disais toujours à la blague, j'ai essayé d'écrire sur la couche d'ozone puis les changements climatiques, puis ça n'a pas marché. Mais il n'y a rien de plus beau au monde qu'une femme, et que l'amour. Il n'y a pas une source aussi extraordinaire et intarissable, inépuisable que parler de l'amour. Il y a une chanson qui s'appelle Le Grand Livre de l'amour, puis je dis qu'on n'aura jamais fini de vivre, de réécrire les pages de l'amour. C'est avec nos passions, avec nos larmes, avec nos pleurs qu'on réécrit nos histoires d'amour sans cesse tant qu'on n'a pas trouvé la bonne. Et une fois j'imagine, on a trouvé la bonne, bien là, on écrit d'autres choses, mais c'est ma plus belle source d'inspiration. Mais je te dirais que j'ai été ailleurs aussi. J'ai une chanson qui parle du cancer. J'ai une chanson très touchante qui a eu des belles réactions qui s'appelle J'en veux pas de ton paradis. Une autre que j'ai écrite pour les enfants de Sainte-Justine qui s'appelle Réparer les cœurs, avec qui je travaille depuis 1 an. Je suis porte-parole pour la Fondation de Sainte-Justine au cœur du monde. Donc, il y a toujours les belles chansons d'amour, mais je me permets toujours d'aller explorer 3 ou 4 autres thèmes à travers tout ça. Là. Puis toi, là-dedans, c'est quoi ton coup de cœur? Tu sais, sûrement que c'est probablement ton meilleur album, parce qu'on avance, on évolue, puis à chaque fois, c'est notre meilleur, probablement. Bien, moi, je dis pas ça tout le temps que c'est mon meilleur. C'est drôle, hein? Je l'ai dit une fois dans ma vie, c'était après mon 3e. Bon, le premier, c'est le premier, on se découvre. Le 2e, j'avais essayé des trucs. Le 3e, j'ai dit, OK, avec paroles et musique, je viens d'écrire
le plus bel album, autant au niveau de la pochette qui était extraordinaire, qui était bien travaillée. Le 4e, ça a été d'autres choses. J'ai essayé d'explorer des thèmes. Je vivais dans le monde très humanitaire, je faisais du voyage humanitaire, j'avais écrit Le monde est beau, quand on y met un peu du sien, tous ensemble, Inch'Allah, qui parlait d'ouverture d'esprit, de l'ouverture d'esprit envers les cultures, les ethnies, les gens d'ailleurs. J'avais parlé beaucoup de la langue française, de la culture, l'importance de l'identité, protéger notre langue. C'était des grands thèmes, tu sais, mais j'ai pas dit c'est mon meilleur album. Celui-là, je peux te dire c'est mon meilleur. Après paroles et musique, je peux te dire que là, je viens de faire mon meilleur album à vie, l'album le plus accessible, que je pense que le plus de gens vont pouvoir aimer, autant les gens qui aiment les chansons d'amour, les hommes que les femmes, que les jeunes, les plus vieux. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Ton coup de cœur là-dedans, finalement, c'est? Le coup de cœur, c'est les 2 chansons que je t'ai nommées, celle qui parle du cancer et celle qui parle des enfants malades. Je pense qu'il n'y a pas 2. J'ai écrit 2 des plus belles et touchantes chansons de toute ma vie, toute ma carrière là-dessus. Là, tu vas être en tournée? Oui, en tournée tout l'automne, un peu partout à travers le Québec. On a déjà 25 dates de tournée de bouquets partout. Moi, je pense en région, le 18 octobre, tu es à Saint-Jérôme. Oui, c'est sold out. En plus, je pense qu'il ne reste plus de billets, puis on a annoncé une supplémentaire en février. Oh, on l'annonce. Ça va bien. Puis nous autres, dans la région aussi, là, parce qu'à Laval, il n'y en a pas présentement, je pense. Et sinon, on est à Terrebonne en février. Il faut attendre pour te voir. Oui, puis on espère à Laval aller peut-être faire la salle André-Mathieu ou la Maison des Arts, que ça s'appelle. Bref, on le souhaite, mais il y a déjà 20-25 dates. Les gens peuvent aller etiennedrapeau.ca ou ma page Facebook. Excellent. Mais écoute, on souhaite de t'amuser ce soir. On te souhaite un énorme succès. C'est déjà commencé. Oh, ouais, du fun. Let's go. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bye-bye. Le film dont on parle cette semaine a l'air absolument excellent. Ça a l'air vraiment de tomber dans mes cordes. Et Nicolas Vincent Poirier pourra me dire si je me trompe. Alors, on parle du film de science-fiction L'épreuve, le labyrinthe, version française de The Maze Runner, qui est sorti le 17 septembre dernier. Bonjour, Nicolas. Salut, Émilie, ça va bien? Très bien. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un film absolument incroyable comme je crois que ça doit l'être? C'est un bon film, c'est un bon film. Est-ce que c'est dans mes goûts à moi? Oui, c'est bien, c'est correct. Ce que j'ai bien aimé de ce film-là, c'est que, bon, on peut pas tout à fait deviner tout ce qui va se passer dans le film. Et dans le fond, pour ceux qui ne sauraient pas vraiment c'est quoi l'histoire, c'est une trentaine de garçons, je les ai pas comptés, mais je présume à peu près, une trentaine de garçons qui sont kidnappés, on leur efface la mémoire et ils se retrouvent en plein milieu d'un labyrinthe, dans une forêt. Puis autour, il y a un gros labyrinthe et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Mais bon, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des espèces de gros méchants scorpions géants à moitié robots dans le labyrinthe. Ça fait que s'ils vont dans le labyrinthe, ben tu sais, bon, c'est quand même pas cool de tomber sur des gros scorpions géants, tu sais. Est-ce que le spectateur finit par comprendre... Ce que c'est des scorpions géants? Oui, c'est quand même assez évident quand on les voit. Il y a une différence entre eux autres et les garçons, là. Mais je veux dire, on est comme au même point que ceux qui sont prisonniers du labyrinthe, là, les spectateurs. Exactement. Donc, on évolue en même temps qu'eux pendant le film. On en comprend une partie. On comprend une partie de ce qui se passe, mais pas tout parce qu'il va avoir une suite. Et c'est basé sur un roman et ça fait partie d'une tonne de films ces temps-ci comme Twilight, Hunger Games et tout ça. C'est des films basés sur des romans pour ados. Mais celui-là est quand même très bien fait. Les acteurs sont très bons. Il y a un tout petit budget. Je dis un tout petit budget. Comparé à Hunger Games et les autres dans le genre. On parle de 34 millions de budget, ce qui est quand même petit. Et c'était une bonne idée de sortir ce film-là, justement, au mois de septembre. Ben, premièrement, il n'y a pas de grandes stars dans le film. C'est toutes des jeunes qui commencent. Et aussi, cette période-ci, on va bientôt entrer dans les festivals et la sélection pour les Oscars éventuellement. Donc, il y a beaucoup de films plus profonds, des drames qui vont bientôt sortir. Donc, que ce film-là sorte maintenant, c'est une très bonne idée parce que, à mon avis, il aurait sorti au mois de juin ou au mois de mai. Il aurait été même perdu. Au mois de décembre. Oh non, ça aurait été un flop. Mais maintenant, à 81 millions de dollars comme box-office à travers le monde dans sa première fin de semaine, bien écoute, il est rentré dans son argent et il va avoir des suites, c'est bien évident. Et la suite était prévue, la préparation de la suite était prévue comme au mois d'octobre. C'est un peu normal, ils veulent voir à quel point le film va bien performer au box-office. Si ça ne marche pas, bien, on oublie ça. Et finalement, ils ont devancé la pré-production parce que la prévente des billets a été extrêmement positive. Donc, ils se sont dit, bon, on va commencer ça là parce que
Veux pas, c'est toutes des jeunes vedettes. Les jeunes vedettes, bien, ils vont vieillir, vont ressembler plus à des adultes dans quelques années. Donc, tu sais, il faut quand même se dépêcher. On n'a pas 5 ans pour penser à faire une suite. Ça ne marchera pas dans le temps. Oui, tout à fait. Ça va chercher le même public à peu près que Hunger Games, j'imagine. Oui, tout à fait. Et moi, quelque chose que j'ai toujours pas compris, j'aurais aimé avoir la réponse aujourd'hui, mais j'ai été surpris au cinéma en voyant que c'est 13 ans et plus. Et Hunger Games, c'est pour tout le monde. Hunger Games, c'est quand même des jeunes... Ils s'entretuent. Le but, c'est de s'entretuer. Dans The Maze Runner, le but, c'est pas de s'entretuer. Ils s'entraident entre eux. Ils s'entraident, ils veulent survivre, ils veulent comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et là-dessus, c'est vraiment très bon. Visuellement, c'est très beau. Moi, ce que j'ai plus ou moins aimé, c'est les espèces de les scorpions. Sont pas très bien faits, mais bon, c'est un petit budget, c'est 34 millions, on peut pas tout faire avec ça. Donc, merci Nicolas. Non, pas Ender Game, je voyais ça ici, on parlait de ça. L'épreuve, le labyrinthe, à l'affiche maintenant. Eh bien, voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Si vous êtes à la tête d'une industrie, d'un commerce, d'une association, d'un regroupement et que vous aimeriez faire parler de vous ou de vos événements, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Oui, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Et si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur les réseaux sociaux, prenez note qu'elles sont disponibles en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Alors, merci à tous nos chroniqueurs, à tous nos invités, de même que l'équipe de production et de réalisation de Laval et compagnie. À la semaine prochaine. Bonne semaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.